les chats ont l'art de masquer les symptômes et de ne pas donner beaucoup de clés, beaucoup d'indices. Tout simplement parce que le chat, au départ, c'est à la fois un prédateur, mais nous savons tous que c'est aussi une proie. Donc, il cache tout ce qui pourrait montrer sa vulnérabilité. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Très content de passer cette heure en votre compagnie avec mon invitée Anne-Claire Gagnon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine vétérinaire. Depuis 20 ans, vous êtes spécialisé en médecine féline. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le comportement félin. Le dernier qui vient de sortir s'appelle « Ainsi sont les chats » chez HarperCollins, l'animal de compagnie préféré des Français. Qu'est-ce qui fait que vous vous soyez orienté vers les chats plutôt que les chiens ? Alors, au début, j'étais orientée sur les animaux de compagnie, c'est vrai. Et puis, très rapidement, parce que ça venait probablement de l'enfance, j'ai commencé à reconnaître que finalement, j'aimais beaucoup plus les chats que les autres animaux de compagnie. Essentiellement parce qu'ils sont autonomes. Psychiquement, ils sont indépendants, ils sont extrêmement beaux, ils sont particulièrement drôles. Ils nous surprennent tous les jours. Et puis, du point de vue de la médecine purement vétérinaire, ils nous donnent du fil à retordre et donc, quelque part, ils aiguisent notre intelligence et ils nous demandent de faire un certain nombre de miracles. La médecine féline qui a énormément progressé en 50 ans. Pourquoi les chats vous donnent-ils du fil à retordre ? Parce que les chats ont l'art de masquer les symptômes et de ne pas donner beaucoup de clés, beaucoup d'indices. Tout simplement parce que le chat, au départ, c'est à la fois un prédateur, ça c'est l'image que tout le monde en a, mais nous savons tous que c'est aussi une proie. Et donc, il cache tout ce qui pourrait montrer sa vulnérabilité. Il y a beaucoup d'auto-guérison chez les chats. D'auto-guérison. Non, ils se lèchent, Non, mais ça ils se lèchent pour gérer leur stress, mais c'est pas pour autant qu'ils se guérissent. On dit que leur langue est antiseptique, par exemple. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est une idée reçue. C'est une idée complètement reçue. En fait, la langue, elle a une structure très particulière qui ressemble d'ailleurs aux structures des griffes, donc qui permet effectivement d'être extrêmement abrasive, mais c'est pas pour autant que ça fait antiseptique du tout. En revanche, c'est vrai que il y a longtemps, Pasteur avait dit que puisque c'était un animal qui était si propre, qui dit ça, ouais. Il était forcément beaucoup plus respectable que les autres. Mais on voit des chats qui font ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire qui se lèchent beaucoup trop, qui s'arrachent les poils, et donc qui à ce moment-là se font des plaies et des infections et qui ont besoin des services de leur vétérinaire préféré. Ouais, qui mangent des poils. Oui, aussi. Alors ça, c'est très bizarre, ça, cette idée. Pourquoi c'est ce besoin de bouffer des touffes de poils ? C'est pas un besoin. Ils ont besoin de les éliminer. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ils savent pas se servir d'une brosse. Ils savent peut-être venir chercher la caresse pour en enlever. Mais il y a aussi 2 périodes de l'année en général au moment de la mue où il y a un certain nombre de poils morts. Et pour les enlever, le seul moyen qu'ils ont, c'est de commencer avec la langue à tirer dessus. Et par voie de conséquence, parfois et souvent ils en avalent. La majorité des chats, ça transite et on n'en voit pas la couleur. Et puis chez les chats qui sont un peu plus anxieux que la moyenne, eh bien ça repart par où c'est venu, avec en général un cri qui est particulièrement déchirant du chat à ce moment-là. Et puis quelque chose qu'on trouve sur le tapis ou à côté du divan qui n'est pas très joli, mais qui est parfait. Un vomi de poils. Oui, mais bon, ça n'a pas de preuve. Il n'y a pas de problème d'infection avec ça. C'est juste, ça nous rappelle que c'est bien de faire le ménage. Alors, il y a une chose qu'ils aiment bien manger aussi, c'est l'herbe. Oui. Et pareil, qu'ils régurgitent de la même façon. Hein. Alors souvent, quand ils mangent de l'herbe, c'est parce qu'ils ont déjà un peu de l'acidité, des aigreurs d'estomac et qu'ils le mangent pour expulser parfois des boules de poils ou simplement pour réguler leur transit. Et puis il y a de l'herbe aussi particulière qu'ils adorent, qui est l'herbe à chat Nepeta cataria, qu'il a, alors pas tous les chats, il y a des chats qui sont insensibles à l'herbe à chat parce qu'ils n'ont pas les bons gènes, ils ne sont pas du tout réceptifs à cette odeur, et il y en a d'autres que ça rend complètement raide dingue. Donc si on est jardinier, c'est d'ailleurs très frustrant parce que dès que ça commence à pousser et avant qu'il y ait les fleurs, le chat va commencer à manger les feuilles de la plante. L'herbe à chat, donc on sait pourquoi ça s'appelle l'herbe à chat maintenant. Oui, parce que effectivement, c'est particulièrement les chats qui la mangent.
Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur les chats, que vous faites sauter dans votre livre. Notamment, par exemple, il y a cette idée reçue que les chats n'aiment pas l'eau. Oui, alors. Enfin, que tous les chats n'aiment pas l'eau. Oui, alors ça, je pense que c'est toujours pareil. Ouais. J'ai aussi donné un peu du fil à retordre à mon éditrice et je la remercie encore de sa bienveillance parce qu'à un moment, elle disait, mais alors, toujours ? Jamais, mais c'est avec les chats, on peut jamais faire. On va pas essentialiser tous les chats. Il y a autant de comportements de chats que de chats. Absolument. Et donc pour l'eau, c'est vrai qu'il y a quand même certains chats qui adorent l'eau. Il y a certaines races de chats qui adorent l'eau, comme le chat turc du lac de Van, comme parfois d'autres chats les chats au Japon qui vont pêcher, des chats, même des chats européens qui adorent faire le tour de la baignoire. Alors parfois, ça peut leur arriver qu'ils tombent. Et puis là, pour le coup, il y a plus de chats qui aiment bien l'eau du robinet. Alors c'est pas super. Alors vous expliquez pourquoi ? Parce que c'est parce qu'elle coule. Oui, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle bouge, parce qu'elle est en mouvement. Alors que et l'eau des toilettes aussi. Pardon. Ah oui, alors pardon de vous dire ça, mais ils aiment l'eau des toilettes aussi. Oui, alors l'eau des toilettes, c'est presque plus compliqué. D'abord, si ça nous plaît pas, ça nous rappelle que c'est bien de fermer la lunette. Comme ça, il n'y a pas de tentation. Non, mais derrière chaque comportement du chat, en fait, il faut voir aussi ce que ça nous dit et de nos manies à nous aussi, ou de notre absence de vigilance. Mais moi, j'avais un chat, Ludo, il se mettait à côté du robinet, il tendait la tête et en fait, l'eau tombait juste sur un point d'acupuncture, sur le front, et vraiment, il restait zen un certain temps. Alors, évidemment, l'eau coulait finement, j'allais pas non plus l'asperger, mais on voyait bien à quel point il aimait. Et c'est vrai que les chats qui ont commencé à éduquer leurs propriétaires à se faire ouvrir le robinet, parce que ça, ils savent pas encore l'ouvrir, ils sont très contents, au moins 1 ou 2 fois par jour, de bénéficier de ça. Mais est-ce que ça se shampouine, un chat ? Alors, tous les chats qui font des concours, tous les chats d'éleveurs, tous ceux qu'on voit dans les expositions félines, bien sûr, ils sont douchés. Oui, mais très gentiment et avec une douchette, et ils sont habitués, et voilà, ils ont, bien sûr. Mais un chat... moi, les miens, ils ne sont pas douchés parce qu'ils vont pas dehors, ils n'ont pas de raison d'être douchés, c'est pas une obligation, c'est pas comme nous avec les cheveux. Ou les chiens, parce que les chiens sont beaucoup lavés aujourd'hui. Oui, alors ça, je sais pas jusqu'à quel point... Ils sont beaucoup lavés, les chiens. Aujourd'hui, avant, on les lavait rarement, maintenant... Alors peut-être parce qu'ils sont plus sortis aussi, et peut-être qu'on leur donne une meilleure qualité de vie en les faisant courir beaucoup plus, en les emmenant dans des endroits où effectivement avec de l'herbe, de la boue, etc. Et voilà. Et donc c'est pour éviter de salir le canapé. Ah, ça c'est une autre... Je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça aussi des volontés d'épargner les meubles et les canapés, mais bon... Oui, alors que c'est vrai, le chat, il a quand même une façon de faire sa toilette qui est remarquable, parce qu'effectivement, il est souvent parfaitement propre. Et puis surtout, l'odeur du chat, moi je me souviens d'une cliente quand j'étais sur Lyon, et elle me disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien cette pension où je mets mon chat l'été, parce que si vous saviez, quand je le reprends, je sens bien que c'est la même, il sent le parfum du monsieur, donc ça veut dire que le chat il dort dans la chambre, c'est bien. Et les chats ont l'art de prendre les odeurs des uns et des autres, de les transporter et finalement de faire une espèce d'odeur de groupe de la famille avec, moi je trouve c'est vrai, oui, une odeur toujours très, très agréable, très fine et très élégante. Alors vous expliquez dans votre livre que les chats sont très sensibles à nos odeurs corporelles. Oui. Et qu'il y a des odeurs qui les rendent fous, notamment la transpiration, l'odeur de vestiaire. Alors, souvent des hommes. Moi, dans ce qui m'a été rapporté, parce que là, on n'a pas forcément de publication scientifique, mais par expérience, quand on voit souvent des chats qui deviennent malpropres, c'est-à-dire que l'odeur de transpiration, l'odeur des baskets qui traînent, des affaires de sport qui sont dans le sac de sport ouvert, donc c'est quand même un pouce au crime pour le chat, ça leur monte à la tête et la réaction c'est petit pipi. Et voilà, ils aspergent derrière parce qu'en fait
les composants qui sont dedans, il y a quelque chose qui se répond et qui appelle cet arrosage. Mais ils aiment bien cette odeur quand même. Oui, ils aiment bien. J'avais aussi une cliente qui avait remarqué que les chats errants, parce qu'elle travaillait dans une entreprise, puis il y avait des chats sur le parking, elle voulait les trapper pour pouvoir les faire stériliser et ensuite les faire adopter. Et elle avait remarqué que ces chats-là étaient particulièrement sensibles à l'odeur des t-shirts de son conjoint quand il avait fait du bricolage ou quand il avait fait du sport. Donc elle le mettait dans la cage et les chats venaient parce que l'odeur était extrêmement attractive. Et c'est de la même façon qu'un chat qui va vous lécher entre les sourcils ou au niveau des cheveux, c'est pareil, c'est parce que c'est l'odeur qui les attire. Oui, l'odeur et probablement aussi la composition, parce qu'on a du sébum, on a les uns et les autres des cheveux plus ou moins gras, la peau et aussi des odeurs particulières. Après, on met aussi parfois des crèmes. Là, il faut se méfier parce que parfois, il y a des crèmes avec des hormones et ça peut jouer des très mauvais tours médicalement au chat, mais on peut aussi imaginer que là, il y a une attraction. Oui. Il y a des chiens qui sont dressés pour repérer des maladies. Est-ce que les chats aussi sont sensibles à l'odeur des maladies ? Alors, certainement, il y a quelques publications, mais en revanche, on ne peut pas entraîner un chat. Comme on fait avec les chiens aujourd'hui pour détecter certains cancers, par exemple ou Voilà, et Cocteau disait qu'il aimait beaucoup les chats parce qu'il n'y avait pas de chat policier. Donc c'est la même chose pour la détection des maladies, mais cependant, ça semble très clair. D'abord, les chats détectent bien notre état de dépression. Alors aussi parce qu'en général, il n'y a pas que des odeurs, il y a aussi un comportement, le fait que on a enfin un peu moins d'énergie. Moi, c'est très clair que mes chats, ils aiment bien quand je suis un peu fatiguée, parce que là, ils ont l'impression qu'ils sont utiles. Et puis surtout qu'ils peuvent enfin venir faire la sieste avec moi. Quand je suis en régime normal, voilà, je vais trop vite, un peu trop vite parfois pour eux. Les chats détectent bien les odeurs quand on est enceinte. Ils savent repérer souvent, avant qu'on ait fait le test, ce qui va se passer. Donc oui, ils savent repérer beaucoup de choses. Et après, sur d'autres maladies, ça peut, je pense, on peut avoir des cas particuliers, mais on n'a pas effectivement de... Il n'y a pas encore d'études scientifiques pour le prouver, en fait. Bon, alors, contrairement à une idée reçue, il ne faut pas multiplier l'âge du chat par 7 pour avoir l'équivalent en humain. Moi, ça, j'ai toujours cru. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à l'école, et puis c'est pratique, c'est facile. Mais en fait, un chat, quand il a entre 4 et 6 mois, il est capable d'avoir des chatons, que ce soit un mâle ou une femelle. Donc ça veut dire que... alors là, c'est pareil, ça a changé aussi, parce que il y a 20 ans, je vous aurais dit que c'était l'équivalent de 18 ans. Mais on sait aussi que l'âge de la puberté ayant avancé chez l'humain, on a plus tendance à dire, à la limite, ça fait 12-13 ans. Et à 1 an, un chat, oui, on le crédite de 18 ans. Et après, chaque année compte pour 4 ans humains. Et ça vit combien de temps, un chat, à peu près ? Alors, en moyenne ? Alors, en moyenne, ça a beaucoup changé aussi, parce que d'une part, les chats sont mieux nourris, d'autre part, les chats sont mieux soignés par et leurs parents et leurs vétérinaires. Et c'est vrai que les chats, maintenant, vont facilement jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, c'est une sacrée tranche de vie pour nous. Ce qui paraît pas énorme, quand même, 20 ans, quand on dit 20 ans, vous voyez ? Oui, mais il y a certains chiens qui ne vont pas jusqu'à plus de 10 ans. Oui, 10-12 ans. Voilà, certains chiens de race, alors que les chats... Moi, j'en ai une qui est allée jusqu'à 24, et encore, c'est parce qu'elle a fait un 2e AVC, mais la majorité sont allés jusqu'à 19, et j'ai une cliente, je me souviens, le chat avait 28 ans. Donc, c'est pas si exceptionnel que ça maintenant, mais encore une fois, grâce au progrès de la médecine féline, et grâce surtout au fait que les parents des chats sont demandeurs, sont attentifs et font soigner leurs... Les parents des chats sont des chats. Alors, oui, ça fait... Je vous taquine. Les parents des chats sont des chats.
Non, on en reparle après une pause de publicité. Anne-Claire Gagnon, docteur en médecine vétérinaire, comportementaliste des chats. Bon, de toute façon, on peut en parler pendant des heures. On parle des chats ce matin avec mon invité Anne-Claire Gagnon, qui est docteur en médecine vétérinaire, comportementaliste des chats, et qui publie Ainsi sont les chats chez HarperCollins. C'est un sujet passionnant. Les stars des réseaux sociaux, ce sont des chats. Ils ont des millions de vues. Tout le monde se balade avec son chat, en laisse, machin. Donc voilà. Le chat, c'est devenu passionnel dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est devenu, mais au moment de l'ancienne Égypte, ça l'était déjà. En fait, il y a des cycles dans la vie. Et non, tout le monde se promène quand même pas avec un chat en laisse. C'est quand même ça très... En harnais. Mais même en harnais, hein, c'est marginal. Tous les chats sont pas aptes à le faire et n'ont pas forcément envie de le faire. En revanche, comme ça étonne et comme ça épate, je pense que sur les réseaux sociaux, effectivement, ceux-là sont mis en avant, voilà, et on a plus l'impression. Mais la majorité des chats, non, aiment bien rester chez eux et se balader tout seuls, sans contrôle. En revanche, il y a une chose qui est de plus en plus fréquente, c'est les chats qui ont des colliers GPS. Parce que, et ça c'est presque plus la nouvelle génération que l'ancienne, aime bien les autoriser à aller dehors, mais ils veulent contrôler, ils veulent savoir où il est. Et c'est marrant parce que c'est souvent des jeunes couples ou des jeunes gens, et je suis sûre que quand ils étaient ados, ils n'avaient pas trop envie que leurs parents... les contrôles leur mettent un GPS. Voilà, et sachent où ils étaient. Mais en revanche, ils ont un tel attachement à leur chat qu'ils aiment bien savoir où il est. Bon, vous répondez à plein de questions dans votre livre. Bon, déjà, pourquoi les chats ont des moustaches ? Pourquoi les chats ont des moustaches ? Mais parce que de près, ils ne voient pas très bien. Donc, les moustaches leur permettent de sentir l'épaisseur et finalement les molécules d'air et de se repérer, y compris dans le noir. Alors, pas le noir totalement absolu, mais quand même 7 fois plus noir que nous. C'est-à-dire qu'ils voient mieux que nous. Ouais. Ils voient bien mieux que nous. Et en revanche, de près, quand on leur met quelque chose et qu'on dit, alors, c'est juste là, il faut savoir que jusqu'à 25 cm, pour eux, c'est relativement flou. Et en fait, ils se repèrent avec les moustaches. Et puis les moustaches, ça leur permet aussi de s'équilibrer. Ils n'en ont pas, puisque les moustaches s'appellent des vibrisses, ils n'en ont pas que sur les joues, ils en ont là sur les pattes, sur les antérieures. Et donc quand ils sautent, quand ils se réceptionnent, ça leur permet de s'équilibrer. Les vibrisses. Ça vaut des points au Scrabble, hein, notez-le. Les moustaches. Ça rapporte peut-être pas, mais peut-être oui, ça fait peut-être un 50, oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et puis c'est pas facile à placer, hein, les vibrisses. Là, je suis sûr que si vous mettez vibrisses, les gens vont dire quoi, Shkoun ? Alors, il faut savoir quand même que nous en avons aussi des vibrisses, mais elles sont à l'intérieur de nos fosses nasales. Et elles sont, vous voyez, on n'est pas... Les poils du nez. Oui. Mais c'est extrêmement utile parce que les personnes qui sont en chimiothérapie, malheureusement, les perdent et se retrouvent avec la goutte au nez et un mouchoir en permanence tout le temps avant. Et ça, voilà, on se dit, chaque chose a une utilité. Qu'est-ce que vous conseillez pour qu'un chat mange et boive confortablement par rapport à ses moustaches ? Alors ça, c'est un débat dans les congrès de médecine vétérinaire. Et vous soulevez beaucoup de questions qui sont des débats dans les congrès de médecine vétérinaire. Oui, j'adore. Mais oui, parce que je pense que tous ceux qui ne font que de la médecine féline, en fait, on est effectivement curieux, ouvert, on se pose des questions, on essaie de se mettre à la place du chat. Et sur les moustaches, c'est vrai que on regarde aussi comment les chats se comportent. Et finalement, il y a des chats qui sont extrêmement heureux d'aller boire de l'eau de pluie dans des très grandes bassines. Et là, celui qui voit ça dit alors donc c'est que le chat a besoin que ce soit beaucoup plus grand et que ses moustaches trempouillent. Voilà, ne soient pas atteintes par le récipient. Et en revanche, c'est vrai que quand même, il y a des chats qui aiment bien boire dans des coupelles. Il y a des chats qui boivent dans des verres. Mais accessoirement, la chose qui a été débattue et sur laquelle on est à peu près tous d'accord, c'est de ne plus mettre côte-côte l'écuelle avec la pâtée ou les croquettes et l'écuelle d'eau, parce que si c'est à côté, les chats ont beau être élégants quand même quand ils mangent de la pâtée,
il peut y avoir des petites miettes qui vont tomber et qui vont être projetées. Si c'est projeté dans l'eau, alors là, si l'eau n'est plus propre, l'eau, elle doit être changée tous les jours. Et la chose sur laquelle on était tous d'accord il y a déjà longtemps, c'est de ne pas utiliser des récipients en plastique, parce qu'un récipient en plastique, ça prend les mauvaises odeurs et ça les garde. Donc en fait, du grès, du verre, de l'inox. L'inox, ça fait un peu de bruit, donc des fois, ça les fait un peu sursauter. Ça dépend comment on manipule l'objet aussi, nous, mais... voilà. Et laver régulièrement tous les ustensiles du chat, oui, bien sûr. Alors, le chat noir, c'est si rare que ça? Le chat vraiment noir? Le chat vraiment noir, pas tant que ça. Alors, quand même, oui, complètement noir, je veux dire. Complètement noir. Là, vous me posez une colle parce que je suis pas certaine d'avoir répondu à cette question dans le livre. Mais non, mais vous dites du chat noir avec les yeux bleus que c'est le Graal. Ah oui, parce que absolument. Alors donc du coup j'ai fait mes recherches. Oui. Et en fait les chats vraiment noirs sont assez rares. Alors parce que les chats noirs ont les yeux verts plutôt. Oui, mais alors il y en a un maintenant et j'ai dû mettre la référence parce que c'est Marie Abitbol, la prof de génétique à Vet AgroSup qui me l'a donné. Mais effectivement c'est très noir parce que jusqu'à présent pour avoir les yeux bleus il fallait au moins un poil ou une petite tache de blanc, sinon ça ne fonctionnait pas génétiquement parlant. Ouais. Mais sinon, les chats noirs, c'est quand même très, très fécond. Et l'autre point, c'est que les chats noirs sont malheureusement, en 2024, encore les plus abandonnés. Donc, on n'est pas sorti du Moyen-Âge et c'est bien triste. Pourquoi dit-on des chats noirs qui portent malheur ? Vous savez d'où ça vient ou pas, ça ? Ça vient de l'association entre les chats, les femmes et les sorcières au Moyen-Âge. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin et c'est pas à l'honneur des humains. Donc en Italie, normalement, il porte bonheur, le chat noir, mais c'est sociétal, donc ouais. Ça pourrait être sociétal. À l'origine, le chat était tigré. Oui. Et il y a des couleurs qui ne peuvent être portées que par les chattes. Ah bah oui, ça c'est. Pourquoi ? Là, c'est génétique, complètement. Là aussi, ouais. Oui. Il y a une publication, alors, j'ai pas eu le temps de la lire, je suis absolument désolée, qui est sortie la semaine dernière pour réexpliquer ça, mais les 3 couleurs, c'est, sauf exception, c'est toujours des chattes. Donc, et les tortilles aussi. Donc, alors, les tortilles pour tout le monde. Tigré et noir, écailles de tortue. Mais là aussi, là, c'est... Quand même, on vit dans un monde avec anglo-saxon majoritairement, donc il y a des noms qui ont été pris internationalement sur les noms des couleurs de robes. Donc on prend maintenant ces noms-là, oui. Mmh. Et les chats unis, c'est plus rare alors ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, parce que le tigré, c'est quand même le modèle de base. Et puis surtout, ce qui est intéressant et qu'on peut s'entraîner à regarder, c'est ce qu'on appelle les marques fantômes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un tigré sous un uni. Alors ça se voit bien des fois sur le noir, parce qu'on voit, surtout quand il y a un reflet de soleil, on voit bien qu'il y a le dessin du tigré en dessous. Donc, mais après, il y a ce que les éleveurs, les spécialistes en génétique appellent la couleur red self, le roux entier uni, et il y a vraiment des vrais de vrais. Et des vrais charroux. Oui. Et qui souvent sont des mâles. Ce qui est encore une autre particularité. Mais pas toujours. Alors là, c'est pas du 100%. Non, c'est pas génétique alors là. Non. Alors vous expliquez que les chats ont une logique qui leur est propre et que toute anomalie, surtout tout manquement à la logique, les perturbe. Qu'est-ce que c'est la logique du chat ? La logique du chat, en fait, c'est la logique de leur bon plaisir. C'est aussi probablement une des différences avec celle du chien. C'est que le chien, il est là pour nous faire plaisir, pour répondre à nos attentes. Et le chat, il fait les choses parce qu'il a décidé de les faire et parce que, oui, profondément... hédoniste. Oui, fondamentalement. Et donc, quand quelque chose change dans notre routine, et donc forcément dans la sienne, ça le perturbe. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il suffit de changer un meuble de place pour perturber un chat. Ils sont très casaniers, oui. Alors toujours dans la logique du chat, il y a un concept que vous appelez le concept de la permanence de l'objet. Alors ça a été démontré par un
un chercheur canadien, québécois d'ailleurs, Claude Dumas. Et c'est la permanence de l'objet, c'est quelque chose que l'enfant, le bébé, on est capable. C'est quelque chose en psychologie d'important. C'est-à-dire qu'on montre un objet à un chat, on le cache, il sait que l'objet est toujours là, mais qu'il est à un autre endroit. Et en fait, cette permanence de l'objet, c'est ce qui fait aussi que le chat est un super chasseur, parce que il l'apprend très vite dans ses stades de développement, dès 8 semaines. Et quand la souris va se cacher, le chat va pas l'attendre à l'endroit où elle est partie, où elle a disparu. Il va l'attendre à un autre endroit parce qu'il sait qu'elle va bouger. Donc c'est même au-delà d'ailleurs de la permanence de l'objet, c'est-à-dire de calculer la stratégie de déplacement de l'objet. Et c'est en ça qu'il est stratège en fait. Non seulement stratège, mais extrêmement intelligent. Puisque ça, dans les stades de l'intelligence, les stades de Piaget, on sait que c'est important. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est aussi une échelle pour les enfants. Et donc, il y a assez longtemps, les premiers travaux de psychologie sur ce qu'on appelle l'apprentissage et la loi des essais et des erreurs, ça a été fait sur des chats qui n'étaient pas forcément hébergés, c'est même certain, qui n'étaient absolument pas hébergés dans des très bonnes conditions par les scientifiques de l'époque. Les chats de laboratoire. Voilà, mais qui ont permis de mettre en place des lois, la loi de l'effet, et qui ont valu au psychologue qui l'a développé des grades particuliers. Et c'est sur cette théorie-là qu'est basée une partie de notre psychologie humaine. Donc, merci les chats. Les chats ont un sens de l'éthique et du respect qui leur est très particulier et même très supérieur à celui du chien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'ils ont une éthique et un sens du respect qui est très important ? Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas faire. Fondamentalement, dans les cas de maltraitance, c'est vrai que le chien va tolérer beaucoup plus, malheureusement, de mauvais traitements, d'où l'expression se faire traiter comme un chien, alors que les chats, ils vont répondre. Les chats, je trouve, sont d'excellents pédagogues. Moi, mon fils, dans un de mes bouquins, j'avais dédicacé en disant que mes chats avaient mieux élevé mon fils que moi, et il m'a dit « Maman, t'as raison, c'est bien vrai ». Parce que avec des petits, bon, faut jamais laisser seul le jeune enfant, surtout dans l'âge où il commence à apprendre à marcher, à crier, etc., seul avec le chat. Mais le chat a une façon de montrer les limites précoce, efficace. Il crache. Si on approche un peu trop, après c'est la griffe qui va sortir. Donc, mais souvent, le fait de cracher, ça nous fait reculer et ça nous fait réfléchir. Donc, il a une façon de se faire respecter qui est extrêmement différente, oui, du chien. Des chiens. Mais est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à partir parce qu'il est mal Oui, ça c'est une phrase que j'ai empruntée à Madeleine Chapsal. Moi, j'ai mis un point d'interrogation. L'écrivaine. Mais Madeleine Chapsal est une femme fabuleuse. C'est d'une modernité, ce qu'elle écrit, c'est extraordinaire. Alors, néanmoins... Avec une vie rocambolesque. Oui, mais romanesque, et voilà. Alors, l'ouvrage dans lequel j'ai pris des choses, paradoxalement, pour moi, s'appelle Mon ami chien. Mais dedans, elle parle des chats parce qu'elle a beaucoup aimé aussi les chats, et elle explique que pourquoi un chat fâché ne revient jamais. Tout simplement parce que cette maison ne lui va pas. Un chat fâché ne revient jamais. Je découvre l'univers des chats ce matin avec mon invitée Anne-Claire Gagnon, docteur en médecine vétérinaire, comportementaliste des chats, et qui publie Ainsi sont les chats chez HarperCollins. Comment est-ce que vous expliquez qu'on soit plutôt chien ou chat ? Est-ce que c'est une question d'éducation, de tempérament, Je pense qu'on a chacun une espèce avec laquelle on est beaucoup plus familier, spontanément. Après, il y a des personnes, je pense, qui sont capables d'aller vers des êtres pour lesquels ils n'ont pas d'atomes crochus, mais en même temps, c'est quand même plus facile. On se reconnaît plus frères avec les uns qu'avec les autres. Moi, je crois que oui, les chats aussi vont bien avec les personnes qui ont été élevées par des personnes avec un attachement évitant, parce que du coup, on est beaucoup
on est beaucoup moins dans des relations complètement pot de colle. C'est beaucoup plus autonome normalement. Avec un chat, on est entre amis, on n'est pas dans un lien de domination, de lien, de dépendance, comme on peut l'être avec un chien. Oui. Il demande moins pas d'intérêt, mais souvent moins d'investissement en temps. Oui, alors, mais quand même, le chat n'est pas capable de changer son bac à litière tout seul. Il n'est pas capable d'ouvrir ses boîtes ou d'ouvrir ses sachets. On n'a encore jamais vu de chat aller chez un vétérinaire avec une carte bleue. Donc, ils ont quand même besoin du personnel autour. Donc, ils ont besoin quand même, effectivement, qu'on s'occupe d'eux. Mais pas autant qu'un chien qui demande matin et soir à être absolument sorti et de courir, enfin, etc. Donc c'est vrai que c'est un lien différent. Mais on voit de plus en plus maintenant de chats très pot de colle, par exemple, qui ne supportent pas que leurs parents, le matin, se douchent et laissent pas la porte ouverte de la salle de bain. Ça, c'est drôle, parce qu'en fait, ils sont hyper attachés à leur être d'humain de très bonne compagnie. Bon, enfin, vous expliquez que les chats n'aiment pas les portes fermées de toute façon. De toute façon, non. Ça, c'est clair. Que pour eux, c'est insupportable. C'est une porte fermée, c'est vrai. Oui, parce que l'énergie ne circule plus. Et donc, s'ils ne peuvent pas aller à un endroit... D'ailleurs, ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'ils vont passer de l'autre côté. Mais au moins, elle est ouverte et il n'y a pas de frein à leur vision. Pareil, pardon pour l'image, si vous êtes à table pour les toilettes. Ils aiment bien que la porte soit ouverte aussi. Ah ben oui, de toute façon, la leur, évidemment, parce que souvent, parfois, on met le bac à litière dans les toilettes, et le bac à litière du chat doit être accessible 24 heures sur 24, dans un lieu qui n'est pas un lieu de passage. Ça, il ne faut pas faire l'erreur de mettre le bac à litière dans le couloir. De le mettre dans une cuisine si la cuisine elle sert vraiment à toute la famille et que voilà. Donc il faut réfléchir et surtout, et là je m'aperçois que j'ai utilisé un singulier et il ne faut pas, parce que même pour un chat il faut 2 bacs à litière tout simplement par confort et qui ne soient pas côte-côte. D'accord. Pourquoi ? Parce que parfois, le chat est incommodé par ses propres... je suis désolée pour... Par ses propres selles. Voilà. Ce que vous expliquez très bien dans votre livre. Et par l'odeur de ses propres selles. Et c'est pas ce qui est le plus inconfortable pour lui. Le plus inconfortable pour lui, parce qu'il y a une étude faite extrêmement élégante avec des fausses selles, des fausses urines, etc. Ils se sont aperçus qu'en fait, ce qui incommode le chat, c'est un peu d'humidité sous les coussinets. Et donc, voilà. Et donc... le chat peut être incommodé, mais aussi par le fait que son humain de compagnie, on a des fois des agendas de ministres, donc ça peut arriver que le bac ne soit pas complètement propre tout de suite, au moins dans une demi-journée, et qu'il faille tenir 12 heures. Donc le fait d'avoir 2 bacs à 2 endroits différents, ça permet au chat de s'organiser, parfois de répartir, parfois pas, mais au moins qu'il y en ait toujours un de propre. Et on s'en aperçoit vite aussi, ça, de son niveau de maniaquerie et comment il a besoin que ce soit propre. Au moment où on change le bac et où on change la litière, très souvent, c'est exactement comme quand on change la couche d'un bébé. Il vient immédiatement dedans. Oui, parce qu'il est content, parce que l'odeur du propre, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour un chat, pour aller au petit coin. Qu'est-ce que vous dites ? J'avais une question là-dessus, sur les chats. Elle va me revenir. Ce serait bien qu'elle me revienne avant la fin de l'émission. Mais sinon, vous donnerez votre langue au chat comme nous tous, parce que même moi, je la donne aussi. Il y a à la fin du livre, on a laissé... les questions que vous vous posez encore sur les chats. Exactement. Que vous, lecteurs et lectrices, vous posez encore. Et surtout, les questions que nos chats aimeraient que nous nous posions. Donc, j'ai retrouvé ma question. C'est savoir pourquoi l'urine de chat sent-elle si fort ? Alors, l'urine de chat, elle sent fort, surtout avant que les chats soient stérilisés. Surtout quand c'est un chat mâle, donc parce qu'il y a des composants à base de soufre dedans. Il y en a un qui s'appelle la félinine, il y en a un qui s'appelle la coxine, etc. Et donc, contrairement à ce qui est dit dans certaines publications scientifiques il y a pourtant des années qui avaient été faites, tout à fait sérieuses,
Ceux qui parfois vont dans un grenier ou retrouvent des affaires des années après, on se rend bien compte que la rémanence de ces composants peut quand même être extrêmement longue. Donc la recommandation, c'est surtout quand il n'y a pas aucun projet de faire de l'élevage, de faire de la reproduction, faire stériliser son chat le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, ça veut dire avant l'âge de 4 mois. Parce qu'à 4 mois, c'est l'âge de la puberté pour les chats. C'est donc un moment où les chats peuvent devenir gestantes et c'est un moment où le chat mâle, particulièrement, les urines changent d'odeur. Parce que sous l'effet des hormones sexuelles. Donc en fait, c'est bien de stériliser avant, parce que comme ça, le chat n'aura pas connu cette joyeuse période de la puberté et du changement des odeurs, parce que bien souvent, c'est le moment où du coup un chaton qui était tout à fait normal se met à projeter de l'urine sur les murs. Moi, j'ai un souvenir comme ça d'un tout jeune couple, ils ont ménagé ensemble, je pense qu'ils avaient tout juste 19 ans, et elle avait la chatte et lui le mâle, et ils avaient programmé la stérilisation pour 2 mois après leur aménagement, et ils ont téléphoné, c'est une urgence, parce que le chat mâle était en train de commencer à asperger, et du coup, après, ça veut dire qu'il faut neutraliser les odeurs, et c'est beaucoup plus facile de faire de la prévention plutôt que de faire du traitement. Alors, une question qui revient très souvent, les poils de chat sont-ils allergènes ? Alors, ça m'a fait penser qu'il y a eu une fois où j'ai répondu, c'est pas le poil en lui-même, c'est les sécrétions des glandes sébacées qui viennent autour du poil. Mais n'empêche que nous, dans notre langage, on dit l'allergie au poil de chat. Mais en fait, il y a beaucoup de gens pensent qu'ils sont allergiques au poil de chat aussi. Oui, mais alors après, ça, faut voir un vrai allergologue pour vérifier si c'est ça. Mais c'est les sécrétions des glandes sébacées, donc à la base du poil. Et par exemple, vous êtes dans le métro ou vous êtes dans une crèche ou dans une école maternelle, un des enfants a un pantalon ou a un chandail et le chat a dormi dessus, même s'il n'y a pas un poil de chat sur le tissu, il va y avoir ces sécrétions avec la protéine de Feldwan qui est responsable de l'allergie. Donc même hors de la présence du poil lui-même, on peut avoir cette protéine qui est présente. Qui peut rester dans l'appartement par exemple, et l'allergie peut continuer. Oui. Mais ça, c'est une question qui revient très très souvent. Alors les chats sont des profilers, ils ont l'art de savoir repérer nos comportements et nos traits de travers et de caractère. À quoi cela leur sert-il ? Ça sert, c'est dans leur logique, c'est pour obtenir ce dont ils ont envie, besoin. Ils savent très bien celui dans la famille où ils peuvent nous emmener par le bout du nez devant le frigidaire pour aller chercher la terrine, la pâtée, le sachet. Mais je pense à la grimace que vous faites, en fait, ça c'est... Non, c'est juste l'idée de terrine ou machin, là. Surtout que vous dites que les chats, ça mange des croquettes. Non, ça mange surtout pas que des croquettes. Ça mange de l'alimentation humide et un petit peu de croquettes. Mais parce que l'alimentation humide, l'avantage pour les chats, c'est que dedans, les chats égyptiens qui mangeaient essentiellement des souris, d'abord ils faisaient beaucoup de sport, parce qu'un chat qui est dehors, il a besoin de chasser au moins une dizaine de souris avant d'en attraper une. Et ensuite, la souris, c'est naturellement humide, donc c'est 80% d'eau, mais de l'eau qu'on mange. D'accord, avec les muscles, avec le reste. Et donc, du coup, en mangeant une alimentation humide, le chat d'aujourd'hui, il refait il remange des souris. Voilà, le profil qui est celui de ses ancêtres et qui est le bon. Donc, manger à la fois de l'alimentation humide et un petit peu de croquettes, c'est vrai que c'est l'idéal. Et si je donnais des noms, parce que les chats sont très sensibles aux textures des aliments qu'ils mangent. Et c'est vrai que quand on voit la variété aujourd'hui sur le marché, qui est à leur disposition, c'est bon. C'est vrai qu'entre les effilés, les émiettés, la terrine, la mousseline, etc., les boulettes, les bouchées, il y a de tout, mais parce que les chats aiment bien changer, n'ont pas tous les mêmes goûts. Moi, j'ai souvenir
Mon ex-mari ça le rendait fou parce qu'à l'époque on avait 4 chats et il y en avait aucun qui mangeait la même chose. Donc c'est vrai que pour faire les courses c'était un peu, mais voilà, c'était comme ça. Et en même temps, nous tous, quand on va au restaurant ou même le soir, on mange pas toujours la même chose. On a les goûts et les goûts, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et les chats, oui. Alors là aussi, c'est une différence avec le chien, c'est que un chat qui a décidé que c'était pas bon, il ne mangera pas. Oui. Alors qu'un chien, finalement, il finira par faire une raison. Alors après, il y a des petits trucs et des astuces pour faire en sorte que quand même, parfois, il dit que c'est pas bon, mais si on met un petit peu de levure de bière en paillettes, ça peut améliorer l'ordinaire. Et là aussi, il y a une variété de petites friandises peu caloriques qu'on peut émietter sur leur nourriture humide et qui peut faire en sorte qu'ils soient un tout petit peu moins difficiles. Globalement, depuis le temps que vous exercez, est-ce que les chats sont plus gros ? Alors oui, peut-être quand même, ça il faut bien le reconnaître, et tout le débat, mais moi je suis pas nutritionniste, donc c'est de savoir si effectivement la proportion de croquettes par rapport à la proportion d'alimentation humide a joué un rôle. J'aurais tendance quand même à le penser parce que souvent, pour faire retrouver le poids de forme à un chat, lui redonner de l'alimentation humide et augmenter sa dose d'alimentation humide, c'est extrêmement bon pour sa santé. Ouais. J'aimerais terminer sur 2 points sur l'alimentation. D'où vient cette idée que les chats aiment le lait et d'où vient cette idée que les chats mangent du poisson ? Alors, les chats aiment le lait, parce que je pense que les chats, il y a très longtemps, c'était les chats de ferme aussi, donc ils se nourrissaient un peu là où ils pouvaient. On leur mettait une coupelle de lait, en fait. Oui, une coupelle de lait et parfois avec du pain dur. Ouais. Donc, c'était pas une alimentation équilibrée du tout. Alors qu'en fait, ils n'ont pas d'enzymes pour le lactose, donc c'est pas un bon aliment pour eux. Mais il y a des chats qui aiment bien le goût. En revanche, l'apé du lait ou l'apé de l'eau, c'est pas le même comportement pour eux. Donc il faut leur apprendre surtout à boire de l'eau quand ils sont chatons. Et le poisson, j'ai pas. Ça repose sur rien de. Non, il y a des chats qui adorent le poisson. Le thon, c'est quand même ce qui est l'arôme préféré des chats, mais ça, là, on manque, je pense, d'études, parce que là, le pet food, donc l'industrie de l'alimentation préparée pour les animaux, ils savent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément publiées. Et quand on dit que c'est l'arôme poisson est un arôme artificiel. C'est pas, parce qu'il y a des chats qui vont jamais vouloir manger du saumon alors que vous leur en donnez en pensant faire plaisir, alors qu'il y a des chats qui vont être dingues des sardines. Attention, il y a des aliments qui sont interdits pour vos chats. Oui, le chocolat, pas des choses comme ça, bien sûr. Vous vouliez... Non, le chocolat, oui, mais alors tout le monde ne sait pas que le chocolat est interdit pour les chats. Et pour les chiens aussi, d'ailleurs. Parce que ça peut les faire crever. Hein. Oui, absolument. Faut être clair. Donc, faut faire attention au moment de Noël. Pas de chocolat, pas de raisin. Pas de raisin, oui, non plus, y compris dans les brioches, parce qu'en revanche, les brioches, les chats, ils aiment bien, parce que dedans, il y a de la levure. Et ça, c'est très appétant pour eux. Donc voilà. Ouais. On ne donne pas tout à manger aux chats. Non, c'est pas des poubelles de table. Mais surtout pas. Et ils ont de l'aliment préparé qui est fait absolument pour eux. La suite est dans votre livre, Ainsi sont les chats, chez HarperCollins. Merci d'avoir été avec nous, Anne-Claire Gagnon. Merci beaucoup, Philippe. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.